Débat du Grand Direct, donc après l'agression antisémite de Créteil. On va essayer de s'arrêter évidemment sur ce phénomène d'antisémitisme. Est-ce qu'il est si nouveau que cela? Est-ce qu'on retrouve finalement un antisémitisme que l'on pouvait peut-être retrouver à l'époque du 19e siècle en France ou en Europe, ce qui allait conduire évidemment à la catastrophe de la Shoah pendant la guerre? Est-ce qu'il y a un lien à faire également entre le départ massif actuel constaté en France des Juifs français vers Israël, car des chiffres ont été publiés aujourd'hui et ils sont étonnants. Cette immigration appelée Aliyah a doublé sur les premiers mois, presque la fin de l'année 2014. 1% donc de la communauté juive française serait partie en Israël cette année. C'est du jamais vu pour un pays occidentale. On va en parler avec nos invités. Bonsoir à vous, Shlomo Balzan. Vous êtes intervenant au musée de la Shoah à Jérusalem, le musée Yad Vashem. Bonsoir Robert Feldman. Bonsoir. Vous présidez l'Union des Français de l'étranger. Vous représentez en quelque sorte les francophones en Israël. Alors, un mot d'abord sur ce qui s'est passé à Créteil cette semaine. Est-ce que vous y voyez une résurgence d'antisémitisme qui a toujours existé à travers les siècles, ou est-ce que pour vous, il y a un phénomène nouveau aujourd'hui, ce qui se passe en France? Comment vous le voyez, Robert Feldman? Moi, je le vois de la façon suivante. Je pense que depuis une vingtaine d'années, comme la rumeur de Figaro, progressivement, elle s'amplifie. Elle prend du corps, elle prend de la tonalité, et on arrive à des actes que nous avons rencontrés ces derniers mois, ces dernières années. Certes, le conflit israélo-palestinien a été importé, c'est vrai, mais une partie du monde arabo-musulman en France se nourrit d'une littérature nauséabonde, celle que nous pensions complètement oubliée. Je voudrais vous rappeler, je le disais à Shlomo tout à l'heure, que le protocole des sages de Sion, traduit en arabe, est le livre le plus lu dans la rue arabe du monde. Donc, qui est un livre qui a été utilisé à l'époque pour faire la propagande aussi à l'époque nazie. Accusant les Juifs de tous les maux de la terre, notamment de prendre possession du monde et de l'argent du monde. Et de tous les préjugés que vous avez. Donc ce qui peut expliquer ce qu'on a entendu donc, lors de cette agression à Créteil, qui pose aujourd'hui quand même question, c'est-à-dire Juifs, vous avez de l'argent, et plus encore, vous avez de l'argent chez vous, car c'est ce qui a été dit ces victimes, c'est-à-dire que votre argent n'est pas à la banque, vous le gardez chez vous, on le sait, c'est ce qu'on dit, ce qu'auraient dit donc les agresseurs. Ça, c'est quelque chose qui finalement revient de manière récurrente aujourd'hui, mais dans une autre population. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Vous, les Juifs, vous vivez en marge. Vous n'êtes pas des vrais Français. Vous vivez en marge. Nous autres, nous mettons l'argent à la banque. Nous autres, nous vivons au grand jour. Tandis que vous, vous êtes en marge. Vous êtes donc un peuple à part. Et c'est pour ça qu'on veut vous battre, vous molester, vous violer, etc. Et ça, c'est devenu absolument insupportable. Shlomo Balzan, partagez cette analyse? Oui, il y a quelque chose de très dangereux. Il y a quelques années était paru un livre que je pense extrêmement important qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». C'est un collectif qui avait écrit ce livre et qui donnait une impression terrible derrière les coulisses. C'est-à-dire, il y a les actes antisémites, des attentats, des meurtres terribles. Il y a des statistiques, il y a des flèches qui montent et qui descendent. Mais derrière tout ça, il y a une libération de la parole et il y a un silence en face de cette libération de la parole. Le livre raconte que des professeurs évitent de parler de la Shoah dans certains établissements. On évite de parler de l'affaire Dreyfus. Il y a des remarques dans la classe avec des rires sarcastiques concernant qui est Dreyfus. Et il y a tout d'un coup une chape qui s'est refermée et un silence qui s'est refermé autour d'une ambiance antisémite claire derrière les coulisses, qui s'exprime de temps en temps par des actes de violence extraordinaires, d'une délinquance juvénile ou moins juvénile qui a besoin d'éclater et qui éclate de façon la plus libre possible. J'ai regardé aujourd'hui sur Internet qu'est-ce qu'on écrit. Tout est permis. Je vais tuer des Juifs, Taras, des mots incroyables qui sont employés et ça passe. Et même, on pense même que c'est comme une blague. Donc, ce silence-là
derrière les coulisses. Ces territoires perdus de la République, il en perd chaque jour. La République doit se réveiller. Je pense que les autorités françaises, j'ai entendu qu'ils le disent. Ils réagissent, certes, tout le monde réagit. Ils veulent réagir, mais le phénomène continue. C'est ça, il y a quelque chose qui bloque une certaine gêne. Faut peut-être pas trop en faire contre les antisémites. Faut peut-être pas... pour 1000 raisons sûrement mauvaises, je pense pas bonnes. Donc ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un phénomène nouveau dans toute l'Europe. En France, ça atteint un paroxysme, une ligne rouge, je pense. Mais si vous allez à Malmö, en Suède, la communauté juive est partie de Malmö. Parce qu'on ne peut pas les protéger, parce qu'ils ont peur et qu'ils vivent dans la peur. Maintenant, effectivement, si quelqu'un vit à Créteil, ce climat qui s'installe n'existait pas. Il y avait une époque où la France était une liberté entière. J'étais un des premiers à aller en kippa à Paris. Il m'avait rien du tout dans les années 60. Aujourd'hui... Donc il y a bien une nouvelle partie de la population aujourd'hui qui véhicule cet antisémitisme. Vous disiez tout à l'heure, on a peut-être importé ce conflit israélo-palestinien. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que c'est une partie aujourd'hui de cette population en France qui est stigmatisée pour être antisémite et véhiculer ce genre d'idées. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Pour pouvoir se lâcher, il faut avoir des codes, des clés. Il faut recevoir des signaux. On ne peut pas faire ça comme ça d'un seul coup. Il y a des hommes et des femmes politiques en Europe qui se permettent tout vis-à-vis des Juifs. Lorsque vous avez une parlementaire sénatrice, gauche avant, qui se permet de dire que la shrita est contre nature. Donc l'abattage rituel. L'abattage rituel, que c'est une insulte. Lorsqu'il y a des parlementaires européens qui disent que la Brit Mila est un acte immonde, ce sont des signaux. Les parlementaires, des parlementaires, se sont arrogés le droit de juger le peuple juif. Donc, le monde arabo-musulman exalté, je ne stigmatise bien sûr pas le monde arabo-musulman, mais ceux qui sont exaltés se disent « nous avons la permission, on nous a envoyé des signaux ». Lorsque je vois que dans des villes où il y a une très forte majorité d'arabo-musulmans, dans le nord, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Lille, etc. Ce qui est le cas à Créteil aussi, voilà. Il y avait une coexistence jusqu'à présent qui se passait bien. Eh bien, lorsque des hommes et des femmes politiques se permettent de juger la politique israélienne, non pas sur le fond, mais sur la forme, c'est inadmissible. On leur donne le droit à. Et ça n'est pas possible. Et il faut absolument que le monde politique européen se rende compte de ce qu'ils font. Et il faut que ça cesse. Alors justement, le préjugé, le raccourci qui a été utilisé là pour justifier cette agression, c'est-à-dire juif argent, est-ce que on le retrouvait aussi à l'époque de la montée du nazisme? Est-ce que c'était quelque chose qui était utilisé à d'autres époques d'un antisémitisme fort en Europe? Dans toutes les époques de l'antisémitisme, le thème de l'argent et des juifs revient. La première accusation, c'est que M. Judas a trahi pour 30 deniers. Il y a déjà une histoire d'argent dès le début. Et cette histoire d'argent revient tout le temps. Que les Juifs possèdent l'argent, les Juifs possèdent tout. D'où vient cette légende? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de propagande marche. Les préjugés antisémites de tout temps qui ont été repris par les rationalistes. Les Juifs se séparent, les Juifs, ils ont une solidarité bizarre entre eux. Évidemment, ils ont le domaine de l'argent puisqu'ils n'avaient pas le droit de posséder des terres, donc ils étaient des marchands. Donc tout cela fait que l'histoire du complot juif, de ce que monsieur a cité, les protocoles des sages de Sion, c'est quelque chose qui marche dans les mémoires collectives et dans les esprits des gens. Il faut bien un prétexte pour haïr.
Alors une fois c'est le prétexte de ce qui se passe en Israël, une fois c'est un prétexte qu'ils parlent pas comme nous, ils sont pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes lois que nous, ils se reposent pas le même jour que nous. Et des fois c'est l'argent. Par contre, en 1968 en France, il y a aussi eu l'affaire d'Orléans où on a accusé les Juifs de capturer des jeunes filles pour prendre leur sang. Ce qu'on appelle le crime rituel, les accusations de crimes rituels contre les Juifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à d'autres époques partout en Europe. On retrouve l'argent, le crime rituel. Et la dernière fois, je me rappelle, M. Raffarin, je me rappelle, avait interdit Almanar. Il avait vu vraiment un film montrant comment des Israéliens et des Juifs tuent un jeune Arabe pour prendre son sang pour faire les pains azim de la fête de Pâques juive. Ce qui est complètement idiot et imbécile, mais ça marche. Ouais. C'est-à-dire ce genre de vieux clichés reviennent. Alors, on n'est pas dans les années 30. Je ne voudrais pas faire une maximisation de ce qui se passe en Europe, mais on est dans un stade très grave, proche de la ligne rouge. Bon, ce n'est pas encore un antisémitisme d'État, et j'espère que ça ne le sera jamais, que les États vont réagir, dans toute l'Europe, pas seulement en France, mais on a une étape extrêmement compliquée. Comme monsieur a dit, il y a toute une minorité qui comprend que peut-être elle peut dire plus qu'elle veut dire. Et elle peut agir aussi. Et qu'elle peut agir, et qu'on dira, bon, bah, c'est malheureux, c'est la banlieue, c'est les délinquants, et on fera passer tous ces actes-là comme une statistique que dans ces milieux-là, il y a plus de délinquance que dans d'autres. Alors, qui peut faire toute l'image complète de la situation? On n'a pas encore tous les moyens de comprendre, mais c'est très inquiétant. C'est-à-dire quelqu'un va faire le puzzle. Okay, sur 100 ans, sur 50 ans, sur 10 ans. J'habitais encore à Paris quand il y a eu l'affaire Copernic. C'est longtemps. Je connais personnellement des gens de la famille Sandler et le rabbin Monsénégo. Donc ça, c'est pour Toulouse. Pour Toulouse. Ouais. Et il y a eu l'affaire Halimi. C'est des actes terribles. Donc qui reviennent de manière finalement périodique. Mais ce que je veux dire, c'est que ces actes-là, j'ai regardé dans les SMS ou dans les messages Internet, beaucoup de gens se sont retrouvés dans ces actes isolés. Comme c'est isolé, c'est héroïque. Donc Mohamed Merah, pour beaucoup de gens, est devenu un héros. Et les gens veulent l'imiter. Et il y a des messages. Je suis le frère de Merah, je vais faire aussi, je vais tuer des Juifs. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on évoque ce qui se passe là, justement, en France au même moment. C'est peut-être pas un mouvement à déconnecter, mais on annonce aujourd'hui donc ces chiffres spectaculaires. 1% de la communauté juive qui a quitté la France cette année, ce qui n'est jamais arrivé dans un pays occidental. Est-ce que vous liez ça principalement à l'antisémitisme ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? On parle de raisons économiques aussi parfois. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, mais il y a un malaise psychologique énorme. La haine du juif, en réalité, est une fusée à 3 étages. Vous avez d'abord l'anti-judaïsme primaire, qui existe toujours. Vous avez l'antisémitisme, qui a éclos au XIXe siècle. Vous avez aujourd'hui l'antisionisme, parce que dans la classe politique européenne, il y a un énervement vis-à-vis de l'État-nation d'Israël. L'Europe ne supporte pas qu'un État soit un État-nation. Et nous, ici, qu'on le veuille ou non, nous sommes un État-nation. Donc, cette mauvaise ambiance, les Juifs de France l'aperçoivent. Il y a effectivement, c'est vrai, il y a une crise en Europe, une crise économique, mais je ne pense pas qu'un tel départ serait uniquement dû à un problème économique. Il y a l'Amérique, il y a l'Amérique du Nord, il y a le Canada, les États-Unis, on peut y aller. Non, ils viennent en Israël. C'est pas pour rien. Vous êtes d'accord, Shlomo Balzan? Vous pensez qu'aujourd'hui, ce départ massif constaté coïncide avec cette montée? Je pense que beaucoup de gens ont envisagé de venir en Israël pour des raisons idéologiques, des raisons logiques, historiques du peuple juif, et que les événements antisémites accélèrent le mouvement ou le contracte en quelques mois ou un an, à la place d'être étalé sur une période plus longue.
Est-ce que... Alors, je ne pense pas que toute la communauté juive de France va venir en Israël, mais il est clair qu'il y a un mouvement très net et que beaucoup d'amis qui ne pensaient pas faire ce qu'on appelle la Aliyah en Israël, maintenant, dans leur façon de penser, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle possibilité. Tiens, et si j'allais en Israël? Merci beaucoup Shlomo Balzan, merci à vous Robert Feldman. Évidemment un débat qui est loin d'être refermé, on en reparle dans un instant. On parlera de l'aide humanitaire israélienne, une association qui se permet d'aller partout, même là où Israël n'est pas reconnu et même parfois combattu. Vous allez voir, c'est étonnant, c'est l'invité du Grand Direct ce soir.